Montréal. Il est avec nous pour sa sabbatique. On se plaît à dire qu'on est en garde partagée entre Sherbrooke et Longueuil, là, mais il est venu faire une sabbatique avec le département de santé communautaire à Longueuil et Sherbrooke et le département de médecine familiale avec Catherine Hudon. Alors, ça fait plusieurs mois qu'il est avec nous. Alors, il est bien intégré, puis aujourd'hui, il va nous présenter des travaux qu'il fait, qu'il tient à cœur sur les changements climatiques. Nicolas Sen est professeur à l'université à Lausanne. Il est aussi clinicien. Il fait plein de choses intéressantes, dont notamment de la recherche sur les soins primaires. Et il est directeur du réseau de recherche, un centre de recherche. Comment il s'appelle? Unisanté? Unisanté à Lausanne, département. Alors, si vous souhaitez faire des visites à Lausanne, il est toujours très accueillant. Je vous invite à communiquer avec lui. Et maintenant, Nicolas, à toi la parole. Merci beaucoup, Mylène. Merci pour cette chaleureuse invitation et cette présentation. C'est un plaisir d'être ici. Effectivement, je suis pas mal intégré maintenant. J'ai plus de décalage horaire et tout. Donc, je suis très content d'être ici. Et merci aussi pour la demande de faire cette présentation sur les questions de changement climatique et de dégradation environnementale. Je l'ai centré sur les enjeux autour des services de santé assez largement. Donc, ça va être un panorama probablement assez large sur ces questions-là. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe dans la littérature. Je me suis dit que j'allais commencer avec un sourire. Je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous aient vu ce sourire. En fait, c'est un sourire probablement un peu narquois, voire un peu cynique. C'est une étude qui est sortie cette semaine, Lancet Planetary Health, donc un des journaux du Lancet qui est dédié spécifiquement aux aspects de santé planétaire. En fait, c'est en fait une assez mauvaise nouvelle. C'est une étude qui est extrêmement intéressante. Alors, j'ai intitulé cette étude « Les changements climatiques rendent agressifs ». Peut-être que vous avez vu passer cette étude. Ils ont analysé 2 milliards de tweets aux États-Unis en fonction de la température qu'ils faisaient au moment où les gens ont fait ces tweets dans différentes villes sur tout le territoire américain. Et puis en fait, ce qu'il montre, c'est que l'homme s'adapte en fait assez mal au changement de température. Et il y a un peu une température idéale comme ça entre à peu près 15 degrés et 20 degrés de température, où les gens sont dans un niveau relativement correct de stress et d'agressivité. Mais dès que la température commence à monter, c'est ce qu'on voit à droite ici, en fait, on voit une augmentation quasi exponentielle du nombre de tweets agressifs et haineux sur Internet. À l'inverse aussi, quand il commence à faire très froid, on voit la même chose apparaître. Alors ça peut faire sourire de dire on a juste analysé des tweets comme ça, mais c'est quand même un signe pour les auteurs de l'étude d'un manque d'adaptation aux questions de changement climatique et notamment d'augmentation de température. C'était juste un petit peu en introduction parce que j'ai vu cette étude qui est sortie la semaine passée et ça me semble une bonne introduction pour mettre en contexte très pratiquement ces questions-là. Alors, plus concrètement, pendant ces 45 minutes à peu près que va durer ma conférence, on va parler de ce qu'on appelle la grande accélération, c'est mettre quelques chiffres sur ces questions de changement climatique, et puis plus précisément les questions de l'impact que cela va avoir sur la santé, ou que ça a déjà sur la santé, des liens plus spécifiquement qu'il y a entre les questions de santé et d'environnement naturel, et puis qu'est-ce que ça implique en termes de modification, d'adaptation pour les services de santé, avec un focus sur une nouvelle approche qui commence d'émerger autant pour la clinique que pour la santé publique, qui sont les concepts de co-bénéfice. Alors, une introduction sur la grande accélération, une illustration évidemment assez dramatique de la déforestation, ici c'est en Amazonie. Peut-être que vous avez aussi pu voir ces différents schémas. Alors, il est assez connu, il date d'il y a quelques années. Il est très intéressant parce qu'il met en perspective à la fois des tendances sur le système terrestre de grande accélération. On parle de grande accélération parce que c'est chaque fois des courbes exponentielles. Donc, on voit par exemple l'augmentation du CO2, l'augmentation du méthane. On voit des augmentations qui paraissent aller mieux. Par exemple, la capture de poissons. En fait, il y a un plateau ici, mais c'est en fait pas une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à pêcher dans les océans, beaucoup moins de choses à pêcher dans les océans qu'il y a quelques années. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de mettre ça en parallèle avec des tendances socio-économiques de la population mondiale. Donc, on voit vraiment des grands parallèles avec l'augmentation de la population, l'augmentation du PIB, l'augmentation de l'urbanisation, etc. Donc, de là, on parle vraiment de grande accélération, où on voit des perturbations
de plus en plus important du système terrestre qui va de pair avec des tendances socio-économiques importantes de l'espèce humaine, en fait. Donc, ça, c'est les scénarios du GIEC. Vous avez certainement entendu parler de l'ICPC, le GIEC, qui fait un rapport sur l'évolution. J'entendais quelqu'un dire qu'ils ont dû faire amende honorable parce qu'ils étaient un peu trop optimistes dans leurs précédentes projections. Ça, c'est des projections en fait de scénarios globaux pour la Terre et pour la vie sur Terre, notamment en termes d'augmentation de température. Donc, on se trouve ici. On est encore à la croisée d'un certain nombre de chemins d'une évolution plus ou moins correcte, c'est-à-dire qu'on limite le changement climatique, le réchauffement climatique à 1,5 degré, et à ce moment-là, on continue d'avoir des conditions relativement correctes de vie sur Terre. À l'inverse, on continue la courbe rouge en bas, et on continue comme on est maintenant, et on arrive sur des scénarios extrêmement catastrophiques, non seulement parce que la température va en soi augmenter, mais aussi parce que ces changements vont faire des effets boule de neige et vont accentuer encore l'aggravation d'un certain nombre de perturbations. Et si on continue justement sur la ligne sur laquelle on est là maintenant. Pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2100, une bonne partie de la Terre sera plus habitable en fait par des êtres humains. On le voit maintenant, hein, il y a des régions sur Terre, comme le Pakistan, où on a des températures de plus de 50 degrés. C'était des choses qu'on n'avait quasiment jamais vues sur Terre avant. Donc plus de 50 degrés, c'est quasiment plus compatible avec le fait de rester en vie, même à l'ombre. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins sur les 10 prochaines années, de savoir quel chemin on va emprunter, en sachant que si on est sur le plus mauvais chemin, il n'y a plus vraiment de possibilité de revenir en arrière, en tout cas dans un court terme, pour reprendre un bon chemin. Il y a quelques bifurcations ici qu'on peut prendre, mais si on est sur le plus mauvais chemin, et c'est celui sur lequel on est actuellement, on est vraiment vers une descente aux enfers, c'est le cas de le dire. Après, un certain nombre d'autres concepts qu'on entend de plus en plus dont on entend de plus en plus parler, peut-être pour certains d'entre vous, c'est familier, pour d'autres moins. Je pense qu'un concept qui est vraiment important à avoir en tête, c'est le concept des limites planétaires, c'est-à-dire les domaines dans lesquels, les limites au-delà desquelles on rend la Terre instable en termes. Alors, si on regarde les exemples concrets, on a par exemple le changement climatique ici. On a aussi ce qu'on appelle il y a la diminution de la biodiversité. Donc, si la biodiversité diminue trop vite, ça rend l'équilibre sur Terre instable. Et puis, un autre qui est peut-être plus difficile à appréhender, c'est les cycles géochimiques. C'est les perturbations de l'azote et du phosphore. C'est essentiellement les fertilisants utilisés dans l'agriculture. Donc, ces limites-là, s'il y a trop de CO2 qui est émis, s'il y a trop de perte de biodiversité, s'il y a trop de fertilisants utilisés, et c'est le cas pour, en l'occurrence, ces trois limites-là, on met en péril l'équilibre fragile de vie sur Terre. Si on prend plus précisément la question du CO2, on sait définir des seuils à ne pas dépasser de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Actuellement, il est autour de 350 particules par million. On est en fait tout là en haut. Actuellement, on est déjà à 417, donc on est vraiment au-delà déjà de la limite acceptable. Et on voit que si on retourne dans le passé sur plusieurs dizaines de milliers d'années, on n'a jamais eu des taux de concentration aussi élevés. Même si on remonte à demi-million d'années, on arrive à regarder ça dans les glaces de l'Antarctique. Il y a des fluctuations qui sont régulières, mais là, on est vraiment sur une courbe vertigineuse vers le haut qui n'a jamais été vue depuis extrêmement longtemps sur Terre. C'est la même chose pour la biodiversité. On peut mesurer, estimer quelle est la vitesse de perte d'espèces qui est acceptable ou qui n'est pas acceptable. On la situe autour de 10, c'est-à-dire le nombre d'espèces, 10 espèces perdues par année par million d'espèces est considéré comme un rythme acceptable. Actuellement, on a 10 fois ça, donc on perd environ 100 espèces par million d'espèces par année, ce qui est un rythme évidemment extrêmement élevé. On reviendra après sur quelques autres chiffres sur ces questions de biodiversité, mais en faisant le lien avec la santé. Alors, j'ai hésité à mettre cette diapositive parce qu'elle est assez complexe. En même temps, elle est extrêmement illustrative du chemin à parcourir et du fossé dans lequel on se trouve maintenant. Alors, ça, c'est une étude qui est parue en 2018. Les chiffres, en fait, qui font ce graphique-là sont un tout petit peu plus anciens. Peu importe. Ce qu'on retrouve ici, horizontalement, vous trouvez les limites planétaires, ce que je vous ai présenté avant, et le nombre de limites planétaires qui sont dépassées pour un pays donné.
Donc on peut en avoir 0, comme on peut en avoir 7, c'est-à-dire quasiment la majorité ou l'entier des limites planétaires qui sont dépassées pour un pays donné. Verticalement, ce qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle les planchers sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a atteint en termes de bien-être social pour la population, que ce soit l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, que ce soit la santé, etc. Et on a mis sur ce graphique-là, les chercheurs ont mis sur ce graphique-là quasiment tous les pays du monde en fonction d'indicateurs pour à la fois les limites planétaires et les planchers sociaux. Et donc on voit par exemple, nous évidemment en Occident, on se trouve tout là-bas en haut, et c'est le pire scénario, c'est évidemment où on a transgressé toutes les limites planétaires à peu près. Alors on a atteint effectivement un certain nombre de domaines sociaux et de qualité de vie qui sont d'excellente qualité. Mais en fait, le drame de ce graphique-là, c'est que tous les pays sont soit avec des seuils non dépassés de limites planétaires, mais avec peu d'achèvements sociaux, soit on a atteint ces seuils sociaux, mais on a un impact environnemental qui est extrêmement important. En fait, tous les pays devraient se trouver là-haut, où il y a le 2018, mais en l'occurrence, c'est le grand œil noir. Un autre graphique qui dit un peu les mêmes choses, mais qui est plus dynamique, c'est-à-dire qui montre comment les pays ont évolué sur les 20 dernières années. Et on voit globalement que les trends vont dans le sens de une petite amélioration des niveaux sociaux globalement, mais une nette aggravation de l'impact sur l'environnement. Alors, ça ne veut pas dire que l'un va forcément avec l'autre, mais ça montre plutôt l'ampleur du problème qu'on a, c'est-à-dire qu'on va devoir changer radicalement les modes de vie et les modes de fonctionnement de la société pour revenir dans une zone saine en termes d'équilibre et d'impact sur l'environnement, tout en améliorant les questions de bien-être socio-économique. Alors, cette illustration, ça fait déjà un petit moment que je la montre et je la trouve assez intéressante parce qu'elle traduit un peu l'aveuglement ou la difficulté qu'on a à percevoir un danger aussi énorme que celui des changements climatiques. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques années en Californie. Alors évidemment, il y a l'effet zoom avec des gens qui continuent à jouer au golf comme si de rien n'était, avec derrière un incendie de forêt. Certes, les incendies de forêt ont toujours existé, mais l'ampleur de ces phénomènes et la fréquence de ces phénomènes sont vraiment liés directement aux perturbations qui ont été causées par l'humain. Une illustration plus scientifique de ça et de comment est-ce qu'on lie ça, ces problèmes environnementaux avec la santé, ça fait partie d'un rapport que je vais citer plusieurs fois. C'est le rapport du Lancet Countdown, que certains d'entre vous connaissent certainement. Donc depuis une dizaine d'années, maintenant chaque année, le Lancet sort une série d'indicateurs sur les liens entre santé et environnement. Et plus précisément changement climatique. Ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Alors, on retourne dans les réseaux sociaux, c'est sur Wikipédia, sur les sites Internet. Et ils ont regardé, en fait, le nombre de recherches qu'il y avait sur la santé, c'est les ronds bleus, et les nombres de recherches qu'il y avait sur le changement climatique. Et ils ont regardé la proportion de gens qui liaient des recherches entre santé et changement climatique. On voit qu'il y a très peu de choses, en fait. Pour les chercheurs, c'est un peu une illustration du fait qu'on a de la peine à associer les deux phénomènes. Que le changement climatique soit lié à des questions de santé humaine. Donc ça, c'est une illustration qu'on peut faire d'un point de vue scientifique pour montrer la difficulté qu'on a à percevoir entre ces deux phénomènes. Et pourtant, je vais vous montrer, il y a un certain nombre de liens qui existent, qui ont été démontrés et sur lesquels on peut travailler. Alors, j'ai appelé ça la physiopathologie du changement climatique. C'est une version un peu simplifiée de ce qu'on trouve aussi dans le Lancet Countdown, juste pour expliquer les liens qu'il y a vraiment quasi physiologiquement ou physiopathologiquement entre les activités humaines. Les grands classiques, c'est quand même la mobilité et l'alimentation, qui sont vraiment des gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a cette production de gaz à effet de serre qui va provoquer des changements climatiques en termes d'augmentation de température, mais aussi d'augmentation des phénomènes majeurs au niveau des océans, etc., d'acidification des océans. Et tout ça va induire des effets indirects d'abord sur la santé, avec l'augmentation des pollens, et puis directement après, on va avoir un effet au niveau des maladies cardiovasculaires. On a un effet quasiment direct entre la pollution de l'air et les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas seulement des phénomènes respiratoires, mais aussi l'augmentation des maladies transmissibles, comme les maladies athiques, et puis des aspects de nutrition. On voit qu'il y a, depuis à peu près 3-4 ans, on a vraiment une diminution très marquée de la production alimentaire mondiale, qui sont directement liées aux questions de changement climatique. Donc, on a beau
beau déforester plus, on a beau utiliser plus de fertilisants, malgré tout, avec ça, on produit globalement moins de nourriture maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc tout ça va engendrer évidemment des problèmes de santé au niveau macroscopique, au niveau terrestre. Après, les effets directs sur la santé, un certain nombre sont quand même assez connus. On connaît l'effet des pics de chaleur et le lien avec la mortalité. Ça, c'était une étude en Suisse, on en trouve ailleurs dans le monde. Mais on voit clairement que c'est les barres oranges. L'augmentation de température, c'est les traits rouges ici, va de pair avec les barres oranges qui sont l'augmentation de la mortalité qui est quasiment synchrone avec l'augmentation, avec les pics de canicule. Donc les pics de canicule vont avec un excès de mortalité qu'on peut mesurer et qui est parfois très important. On l'a vu aussi en France il y a quelques années lors des pics de canicule. Certainement qu'on va voir les chiffres aussi de cet été en Europe où la canicule a été particulièrement marquée et longue. Après, il y a d'autres choses qu'on connaît peut-être un petit peu moins. En fait, avec les changements climatiques, on rend des conditions beaucoup plus favorables pour l'émergence ou la réémergence de maladies qui avaient à peu près disparu. Là, c'est en l'occurrence c'est le choléra. Il y a d'autres maladies listées ici, mais en l'occurrence, le choléra, en fait, toutes les conditions sont en train de se réunir pour rendre la réémergence d'épidémies beaucoup plus fréquente et beaucoup plus facile, puisqu'il y aura une augmentation des températures, il y aura une augmentation des précipitations, de l'humidité, des radiations ultraviolettes. Tout ça font des conditions favorables pour qu'un certain nombre de maladies qu'on pensait avoir plus ou moins vu disparaître, en tout cas de certaines régions du monde, vont plus facilement revenir. On imagine que dans quelques années, notamment en mer Baltique, au nord de l'Europe, on va avoir la réémergence de vraies épidémies de choléra, qu'on n'arrivera pas forcément à éviter qu'avec des conditions sanitaires de qualité. Après, on l'a bien vécu depuis 3 ans, c'est la réémergence de maladies ou l'émergence de nouvelles maladies qui viennent depuis les animaux chez les humains. Ça, c'était quasiment une étude prémonitoire qui est parue en 2017 dans Nature, où ils avaient identifié ce qu'ils ont appelé les hotspots, c'est-à-dire les endroits qui sont particulièrement à risque de voir émerger des nouvelles maladies, des nouveaux virus, du fait de la transmission entre l'humain l'animal et l'humain. Et il y a de la marge pour en voir de nouveau arriver. Le Covid est de loin pas tout seul. On estime qu'il y a environ 1,7 million de virus qui sont encore pas découverts, mais qui existent en fait dans des réservoirs animaux. Et on estime qu'à peu près la moitié d'entre eux, un peu moins de la moitié d'entre eux, ont une capacité d'affecter des humains et potentiellement de mener à des épidémies particulièrement sévères. Là aussi, ça a toujours existé, cette transmission de virus et de maladies de l'animal à l'humain, mais il y a une grande accélération qui est faite du fait des conditions défavorables que l'homme crée. Et puis les deux phénomènes vraiment qui sont majeurs dans cette émergence-là, c'est les élevages intensifs qui sont vraiment des accélérateurs de multiplication de virus et de maladies, et puis la déforestation qui fait qu'on est plus facilement en contact avec des animaux qui étaient à l'époque plus distants de nous. Donc le fait d'être rapproché de ces animaux sauvages nous rend évidemment plus proches d'une contamination. Donc ces deux phénomènes-là sont vraiment des phénomènes qui sont très très importants dans l'émergence de nouvelles maladies. On l'a déjà vécu au Moyen-Âge, quand il y a eu les concentrations urbaines entre animaux et humains. C'était vraiment aussi déjà des conditions très favorables pour pouvoir arriver à un certain nombre de maladies. Après, toujours très rapidement sur quelques éléments de lien entre le changement climatique et la santé. La santé mentale sera probablement déjà à des gros problèmes de santé publique. Ça, c'est une étude qui est sortie aussi dans Nature l'année passée. C'est une enquête auprès de plus de 10 000 jeunes à travers le monde, de différents niveaux socio-économiques. Donc, ce n'est pas seulement les activistes du climat qui sont représentés ici, c'est vraiment à travers une population très, très large, un échantillon très, très large d'enfants. Et on voit que plus de la moitié d'entre eux, les 27 plus 32%, se disent extrêmement ou très en souci par rapport aux questions climatiques, avec des symptômes d'anxiété qui sont présents de façon importante. 2/3 des jeunes disent être tristes par rapport à ce qui se passe. 2/3 aussi ont peur et aussi à peu près 2/3 sont très anxieux par rapport à ces choses-là. Donc ces questions-là vont aussi avoir un impact sur les services de santé, sur le système de santé.
c'est probablement aussi des réactions normales. On ne va pas aborder la question de l'éco-anxiété aujourd'hui, mais on entend beaucoup parler d'éco-anxiété. Et j'entendais un collègue psychiatre parler de ça qui disait, mais le jour où ça rentrera dans les livres de définition de pathologie mentale, on aura perdu parce que l'éco-anxiété est probablement une réaction appropriée à un danger énorme. Donc on n'est pas dans le cadre d'une réaction pathologique à un phénomène inexistant. On est dans une réaction qui est proportionnée. Donc l'éco-anxiété est un phénomène qui a malgré tout des manifestations dont on va devoir s'occuper, mais qui ne sont pas forcément des réactions inappropriées à une stimulation. Alors dans tout ça, dans tout ce mélange de choses, vous avez certainement vu émerger un certain nombre de concepts. Le plus récent est celui de santé planétaire, de Planetary Health. Il y a une fondation liée à ça. Il y a le Lancet qui est aussi impliqué là-dedans, mais ça touche de plus en plus de monde. Il y a un livre qui existe qui rassemble un peu ces concepts-là. En gros, le concept de santé planétaire, c'est de mettre en lien les questions de santé environnementale, donc d'avoir des écosystèmes en bonne santé et la santé humaine. Alors, on ne va pas s'attarder plus sur les questions de santé planétaire, mais ça donne un peu un cadre de réflexion, un cadre conceptuel pour mettre en relation les questions environnementales et les questions de santé humaine. Après, un autre élément dont on entend souvent parler, alors ça dépasse strictement le cadre de la santé, mais je pense que c'est important de le rappeler. Vous avez peut-être vu l'illustration que j'avais mise sur la première page, je ne voulais pas y revenir plus. C'est la question de la responsabilité individuelle. Alors évidemment, c'était sorti d'une bande dessinée d'anticipation qui disait pour limiter le changement climatique à 15 degrés, on en appelle à la conscience citoyenne. C'est la responsabilité individuelle, c'est un discours qu'on entend énormément maintenant, c'est la responsabilité des individus de limiter leur consommation d'énergie. Ça, c'est une estimation qui est faite que je trouve intéressante parce qu'elle pondère un peu ces choses-là. En gros, sans aller trop dans le détail, c'est si quelqu'un ou si une famille fait le mieux qu'elle peut, qu'est-ce qu'elle peut espérer de réduire de son empreinte carbone? Là, on parle de réduction des émissions de CO2 à elle toute seule. Alors ça, c'est elle toute seule. Elle peut réduire environ de 25% si elle fait vraiment tout bien dans ses activités quotidiennes. Elle change sa façon de se mobiliser, la façon de manger, etc. Ça compte pour à peu près 25. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas l'entier de la route. On n'arrivera jamais sur des mesures individuelles à faire l'entier de la route. Après, il y a des mesures un peu intermédiaires qu'on appelle au niveau des ménages, c'est-à-dire le choix de type de construction de maison, par exemple, dans lesquelles on va habiter. Et puis finalement, le dernier tiers, c'est des choix de société, c'est des mesures qui se passent au niveau du système. Et on a besoin de la combinaison de ces trois facteurs-là. Les mesures de système seules ne vont pas aider si on n'a pas un changement sociétal et individuel qui accompagne. Mais je pense que ce schéma, il est vraiment très important pour comprendre l'importance d'adresser ce problème en fait à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, pour des changements qui paraissent mineurs, mais qui sont importants, parce que ça va avec un changement de perception du monde et qui va faciliter les changements de système. Maintenant, si on vient au système de santé et au changement climatique, là aussi, on commence d'avoir passablement de chiffres et d'évaluations. Ça, c'est d'évaluation qui vient de nouveau du Lancet Countdown d'il y a quelques années. C'est très intéressant. Donc, on voit horizontalement le PIB des pays. Chaque rond, c'est un pays. Et puis, verticalement, on voit la quantité de CO2 émise par citoyen par année uniquement pour le fonctionnement du système de santé. C'est en tonnes. J'imagine que pour vous, ce n'est pas forcément évident de comprendre ce que ça veut dire une tonne de CO2. Et c'est pour ça que je prends cette figure, parce que je la trouve intéressante. Donc, en gros, une tonne de CO2, c'est ce qu'on devrait émettre si on était dans le cadre des accords de Paris, pour être à un niveau neutre et limiter le changement climatique et faire qu'on ait plus de problèmes. Actuellement, dans le monde occidental, on est entre 10 tonnes et 14 tonnes, ça dépend comment on compte, mais on est entre 10 et 14 tonnes d'émissions de CO2 par individu par année, donc 10 à 15 fois trop par rapport à ce qu'on devrait se permettre. Donc là, on n'est que dans le système de santé, donc il n'y a pas les autres secteurs de la vie. Et ce qu'on voit, alors là j'ai mis la Suisse, je pense que le Canada se situe quelque part entre deux là. Je n'ai pas les chiffres, mais en gros, en Suisse, actuellement, on a déjà consommé, si on veut, l'entier du bilan carbone auquel on aurait droit que pour faire fonctionner le système de santé. Donc, on a à peu près 1 tonne de CO2 par année, par habitant en Suisse pour faire fonctionner le système de santé.
Donc, si vous devez retenir qu'un seul chiffre, je pense que c'est ce chiffre approximatif d'une tonne. Des fois, c'est 800 kilos, des fois, c'est 1,2. Ce n'est pas très important, la précision de ça, c'est juste de retenir la magnitude. On est à peu près à 1 tonne de CO2 par année par habitant en Suisse. L'immense majorité, c'est le secteur spécialisé et hospitalier. C'est jusqu'à 95% des émissions de CO2. Ça dépend aussi un tout petit peu comment on répartit ces émissions de CO2. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors là, j'ai fait les chiffres pour la Suisse. Si on estime qu'on a à peu près 15 tonnes actuellement par habitant, on a 1 tonne, ça c'est les accords de Paris. Donc, ça pose des questions fondamentales sur le fonctionnement du système de santé qui émet à lui tout seul entre 4 et 8% en gros des émissions totales du pays de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on va couper? Qu'est-ce qu'on va changer dans le système de changer? Qu'est-ce qu'on va transformer dans le système de santé pour évidemment être bien en dessous de cette tonne pour faire notre part, si on veut, de réduction des émissions de CO2. C'est un problème entier. Certains pays ont commencé à mettre en place des choses, d'autres moins. On verra un petit peu plus tard comment ça peut s'adresser au niveau des pays. Maintenant, en termes toujours de services de santé, ça c'est un autre chiffre que je trouve intéressant. On estime, ça c'était une estimation américaine aux États-Unis, que l'impact environnemental des services de santé tue autant que les erreurs médicales. Donc c'est pas rien, hein. On estime que c'est entre 250 et 500 000 DALI par année. Hein. Ça c'était aux États-Unis. C'est essentiellement dû à la pollution. Donc en fait, le changement climatique contribue de façon importante déjà à l'augmentation de la mortalité et de l'impact en fait sur la santé et sur la mortalité. Là, on voit les différentes causes de mortalité aux États-Unis avec le cancer, évidemment les maladies cardiovasculaires. On voit que les erreurs médicales sont importantes. En fait, on ne compte pas tellement ce qu'on pourrait attribuer aux questions de dégradation environnementale, mais on est dans le même ordre de grandeur. Une bonne nouvelle quand même, c'est pas parce qu'un système de santé émet beaucoup de CO2 que forcément il est plus performant et qu'il soigne mieux ses patients. Ça, c'est une autre analyse qui est tout à fait intéressante. On voit en fait que ça, c'est les émissions de CO2 horizontalement. Donc, on est à peu près à la tonne de CO2 ici. Et là, on voit verticalement des indicateurs de qualité de fonctionnement du système de santé. En gros, au-delà de 500 à 600 kilos par personne, c'est déjà beaucoup, mais 500 kilos de CO2 par personne par année, en fait, on a un aplatissement net de la courbe, et c'est pas parce qu'un système de santé se situe à cet extrême-là, comme les États-Unis par exemple, mais nos pays sont pas mieux, qu'on a nécessairement des index de qualité des services de santé et d'accès qui sont meilleurs. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant à avoir, de dire, mais enfin, on a des transformations profondes à faire dans notre système de santé. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire la qualité des soins pour autant. Alors, où est-ce qu'on doit agir? C'est intéressant de savoir où est-ce qu'on émet du CO2. Ça, c'est un rapport qui est sorti à la fin de l'année passée, le Shift Project, c'est en France. C'est un gros travail qui a été fait pour essayer de voir dans le système de santé où étaient les sources d'émissions et surtout où étaient les solutions. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement les achats de médicaments qui sont en première ligne des émissions de CO2. C'est quasiment un tiers des émissions de CO2, c'est des médicaments. Si on prend toute la chaîne de production des médicaments depuis leur développement jusqu'à leur élimination, c'est un tiers des émissions de CO2. Donc c'est un énorme poste en fait de production. Après, c'est des choses plus classiques qu'on retrouve, les aspects de dispositifs médicaux, mais aussi de transport et d'infrastructures. Alors, ils ont essayé de modéliser aussi dans ce chiffre, dans ce graphique ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut espérer réduire dans ces différents secteurs. On retrouve les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. On peut espérer quelques réductions ici. Ce qui est intéressant, c'est cette dernière barre ici. À la fin, il nous reste quand même encore environ 30% de réduction à faire, et ça, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment le faire si on continue à avoir le même type de système de santé qu'on a maintenant. Donc, ça veut dire en gros qu'on doit réduire le recours aux soins. Donc, ça veut dire des actions de santé publique beaucoup plus fortes. On doit transformer la façon dont notre système de santé fonctionne en réduisant beaucoup certaines activités inutiles. Par exemple, on sait que 20 à 30% des activités qu'on fait en clinique quotidiennement dans des hôpitaux ou en ambulatoire sont souvent inutiles. Donc là, il y a des leviers qui seront indispensables d'activer. Donc on voit que ce n'est pas juste réduire les émissions de CO2 pour continuer à faire le système de santé qu'on a, c'est vraiment une transformation beaucoup plus profonde du système de santé dont on a besoin.
Alors, à toute petite échelle, on a essayé de regarder, ça c'est une étude qu'on a fait ces 2 dernières années, on a essayé de regarder pour la médecine de famille, parce qu'on est quand même en médecine de famille, quelles étaient les émissions de CO2 d'une consultation de médecine de famille. Donc, on a pris 10 cabinets, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, on a été voir de façon extrêmement détaillée tout ce qui émettait du CO2 dans un cabinet médical. De la baisse langue qu'on achète au type d'électricité qui est acheté pour faire fonctionner les appareils, etc. C'est ce qu'on appelle une approche cycle de vie. Et avec ça, on arrive à quantifier de façon extrêmement précise la quantité de CO2 qui est émise par le cabinet sur une année. Après, on n'a qu'à le diviser par le nombre de consultations. On a le nombre de CO2, la quantité de CO2 émise par consultation. Donc, là aussi, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Mais on a fait ce calcul-là. Donc, en gros, une consultation de médecine générale coûte, entre guillemets, à l'environnement 5 kg de CO2. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux 1000 qu'on a vus par année. C'est plutôt une bonne nouvelle et peut-être c'est une nouvelle qui nous dit renforçons encore plus la médecine de famille et les soins primaires, puisqu'on est dans un domaine où on voit beaucoup de monde, on a accès a priori à peu près l'entier de la population, et en plus on est dans une activité clinique qui émet relativement peu de CO2. On avait mis juste un certain nombre de comparatifs pour se figurer un tout petit peu ce que ça veut dire, 5 kg de CO2. Ça équivaut environ à 20 km de voiture à essence. Vu que je viens de Suisse, on a mis une fondue au fromage. Alors, je ne sais pas s'il faudra choisir entre la fondue au fromage et la consultation médicale, mais voilà, ça fait partie des comparaisons qu'on peut avoir. L'autre bonne nouvelle, si on veut, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle non plus, mais parce que on a eu pas mal de réticences de la part des médecins quand on a fait cette enquête en disant « oui, mais vous allez toucher la qualité des soins ». En fait, quand on commence à répartir par les sources d'émissions, on voit en fait que plus de 80% des émissions de CO2 d'une consultation médicale, en fait, elles sont liées à des choses non médicales. Elles sont liées au transport des patients, au transport du personnel, beaucoup, à l'infrastructure qui est souvent mal faite, qui fonctionne encore sur des énergies fossiles. Et en fait, tout en haut, on a juste les choses qui sont liées strictement aux activités cliniques. Donc, en fait, on pourrait réduire de façon extrêmement importante les émissions de CO2 en médecine générale, en médecine de famille, sans toucher du tout la qualité des soins, ni le type d'activité médicale qu'on peut faire. Donc ça, c'est des messages qui sont importants et on travaille actuellement avec des collègues ingénieurs pour développer un simulateur en ligne pour que les médecins puissent estimer leur propre bilan carbone et assorti de ça, ils auront un certain nombre de recommandations qui seront adaptées en fonction du mode de fonctionnement du cabinet. Maintenant, si on rélargit un tout petit peu la perspective, on fait beaucoup de yo-yo dans cette présentation, mais c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire ici au niveau du système de santé. C'est une feuille de route qu'on a sortie au début de l'été, au mois de juin de cette année. C'est un gros travail en fait qu'on a réalisé avec le Centre de durabilité de l'Université de Lausanne et avec le soutien ou sous l'égide, sous mandat de l'Académie suisse des sciences médicales, qui est une institution qui chapeaute un certain nombre de directives pour le domaine de la santé en Suisse. On était parti très simplement d'un triple constat. Ça reprend ce que je vous disais avant sur les questions de système de santé qui est en soi dysfonctionnel en termes d'efficacité. Donc, on a un système de santé en crise. On a un impact des services de santé sur l'environnement et à la fin, on a un impact des dégradations environnementales sur la santé. Donc, partant de ce triple constat-là, on a réuni une soixantaine d'experts pendant toute une journée, plus après des réunions itératives, pour leur dire, partant de ça, c'est quoi la voie à suivre pour un pays comme la Suisse. Alors, on a travaillé comme ça parce qu'évidemment, des concepts, si on regarde le niveau de réflexion qu'on voulait avoir, des constats globaux, des feuilles de route globales comme les limites planétaires, etc., ça, on a. Des mesures opérationnelles, c'est extrêmement difficile à faire dans un pays totalement déstructuré, très fragmenté, où chaque acteur est finalement libre de faire l'action qu'il veut. Donc, en fait, nous, on s'est centré sur cette partie du milieu, cette vision stratégique pour le système de santé. Puis, on a demandé aux experts de réfléchir sur 3 niveaux: réduire l'utilisation des services de soins, adapter les pratiques de soins, et puis améliorer l'efficacité environnementale, notamment des bâtiments. Et ils réfléchissaient soit dans le cadre de la société, soit dans le cadre du système de santé, dans le cadre de la clinique ou encore dans le cadre des infrastructures de soins. Et partant de ça, on est arrivé à 7 propositions assez génériques. Dans le rapport, c'est évidemment beaucoup plus détaillé avec des exemples. Mais on trouve ces 7 propositions-là qui sont soit au niveau de la société, soit du système de santé, de la pratique clinique ou des infrastructures, et puis qui visent plutôt à réduire l'utilisation, adapter les pratiques ou bien réduire les émissions des infrastructures. Donc, vous les trouvez là. Le rapport, il est tout à fait accessible et libre en ligne. Mais on a
des actions qui se situent plutôt au niveau de la société avec un renforcement de l'engagement citoyen. Il y a des questions autour de repenser même le concept et la définition de la santé pour intégrer les questions réellement de dépendance au fonctionnement de l'environnement. Il y a des questions qui sont liées à la débiomédicalisation et à la resocialisation de la santé, donc de mettre une emphase beaucoup plus forte sur les déterminants sociaux de la santé, par exemple, de développer des nouveaux paradigmes pour une médecine et des soins durables. Là, on parle sur des équipes de soins, par exemple, de promouvoir d'autres pratiques de soins, intégrer des questions environnementales dans la pratique clinique. On va parler des questions de co-bénéfices, donc d'intégrer vraiment l'environnement naturel comme étant une des composantes de la prise en charge des patients, et puis d'engager les infrastructures dans une démarche de réduction de leur impact environnemental. Et puis finalement, la septième, qui est vraiment transversale, qui sont un peu ce qu'on fait peut-être maintenant, et ce qu'on essaie de faire de plus en plus avec les étudiants notamment, c'est des aspects de formation et d'enseignement. Alors, c'est évidemment pas une finalité en soi d'avoir une feuille de route comme ça. On travaille maintenant sur la mise en œuvre d'une telle feuille de route, où on va essayer de réunir une majorité d'acteurs du système de santé pour vraiment passer à l'acte, passer à une mise en œuvre d'un certain nombre de mesures. Dernier élément que je voulais aborder aujourd'hui, c'est cette question de co-bénéfice. Co-bénéfice, ça veut dire quoi ? C'est juste la référence, c'est un rapport qu'on a aussi fait l'année passée. Il y a un site internet qui est lié à ça pour expliquer un peu le concept de co-bénéfice avec des illustrations sur 3 domaines qu'on va reprendre. Mais le concept de co-bénéfice, c'est ça. En fait, c'est des choix quotidiens, des changements clés que les personnes ou les patients peuvent faire dans leur propre vie qui conduisent simultanément à un bénéfice pour leur propre santé et pour celle de l'environnement. Ça paraît probablement assez intuitif. On le voit résumé encore plus simplement sur ce schéma-là. Donc, on a des actions qui sont à la fois bénéfiques pour la santé des humains et pour celle de l'environnement. Et on a un bénéfice secondaire, en fait, puisqu'un environnement sain va faire que les gens seront évidemment en meilleure santé. Alors, quand on pose la question, on a fait une enquête auprès des médecins généralistes. On leur a demandé, est-ce que parmi toutes ces possibilités de discussion, de co-bénéfices avec vos patients, avec lesquels vous êtes à l'aise et avec lesquels vous seriez moins à l'aise? On leur avait proposé de parler d'alimentation, de changer de type de transport, de changer de type d'énergie, de parler de santé reproductive. En bref, ça veut dire faire moins d'enfants, d'être plus en contact avec la nature, de réduire son empreinte environnementale individuelle et puis de s'engager dans la communauté. Ces propositions-là, elles ne viennent pas de nulle part. C'est des propositions qui ont été formellement émises par la WONCA, donc l'Association mondiale de médecine de famille, qui a dit en gros, les médecins ils doivent parler de ça avec leurs patients. Nous, on en a trouvé que c'était un peu court et puis qu'il fallait quand même demander aux médecins ce qu'ils en pensaient. Alors, évidemment, il faudrait demander aussi aux patients, ça ce sera l'étape d'après. Mais en gros, on voit que les médecins se sentent relativement à l'aise de parler de changer de modalité de transport, être plus actif, prendre moins sa voiture, c'est assez intuitif que ce soit bon pour sa santé. Les questions de choix d'alimentation aussi, on a l'habitude de parler d'alimentation, peut-être pas sous l'angle environnemental, mais on a quand même l'habitude de parler d'alimentation avec nos patients. Puis le fait d'être en contact avec la nature, c'est ce qu'on appelle sous le grand chapeau de la prescription verte, aller faire des balades en forêt, etc. Ça fait partie des choses qui sont relativement évidentes. Les autres sont beaucoup moins évidentes à aborder dans un contexte clinique classique. Ce n'est pas trop une surprise, mais c'est important quand même de le montrer sur ce type d'enquête. Alors, premier exemple, la mobilité. Juste pour illustrer les questions de co-bénéfice ou de lien entre environnement et santé par rapport à ça, évidemment, la mobilité, c'est un des plus gros postes d'émissions de CO2 en Suisse comme dans la plupart des pays occidentaux, avec un certain nombre d'effets sur la santé en termes d'exposition à la pollution atmosphérique, les accidents de la route, la sédentarité, la pollution sonore, etc. En Suisse, alors je sais que les chiffres sont très différents au Canada, la marge d'amélioration est énorme puisqu'on sait que 60% des trajets font moins de 5 km qui sont faits en voiture et 80% font moins de 15 km. Donc ce qu'on appelle le transfert modal, c'est-à-dire de passer au vélo par exemple, est quelque chose qui est tout à fait envisageable pour une bonne proportion de la population en fait. Donc là, on est vraiment dans une perspective de co-bénéfice si on fait des changements comme ça de comportement qui vont avoir à la fois un effet bénéfique sur la santé et sur l'environnement. Après, on a les approches classiques. Alors ça, c'est un peu petit, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais ce n'était pas le but non plus. C'est le type d'activité physique. On a l'habitude d'avoir ces recommandations de faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine, d'avoir des approches motivationnelles pour inciter les patients à le faire. Maintenant, si on rajoute la couche là-dessus de co-bénéfice, ça rajouterait un petit peu cette question. Ça dépend du type d'activité, où elle est réalisée et comment on s'y rend. C'est clair que si tout le monde va en voiture faire 500 km pour aller faire une activité physique, on n'est pas dans une perspective de co-bénéfice santé-environnement.
Certaines associations ont commencé à mettre des affiches dans leurs cabinets médicaux pour inciter clairement les gens à changer de type de mobilité. Et puis, juste une illustration que j'aime bien, alors ça vient de la Suisse. Il y a chaque année, autour d'un lac, ils ferment un lac qui est à peu près à 50 km de Lausanne pour que les gens puissent aller faire du vélo. C'est très bien, socialement, c'est excellent. Ça permet aux gens de faire des activités physiques. Sauf que derrière, on a 5 à 8 000 voitures qui sont venues jusque-là pour faire ça. Donc, c'est un peu provoquant de le montrer comme ça, mais malgré tout, ça montre que si on doit aller dans une perspective de co-bénéfice, il faut aussi accepter de changer notre façon de bouger pour aller faire du vélo. Et ça, c'est peut-être pas la partie la plus facile à faire. Deuxième exemple, c'est l'alimentation. Et pour ça, alors, pourquoi l'alimentation? Parce que l'alimentation est source d'émissions de CO2 de façon très importante. C'est 20 à 30% des émissions de CO2, plus la déforestation, plus la fragmentation de l'habitat naturel. On revoit cette illustration de déforestation. Et puis des choses qui sont associées, c'est-à-dire les pertes de biodiversité, l'utilisation des pesticides, etc. Peut-être que vous avez vu, ça c'est une bonne source d'information, c'est le Lancet Eat. Donc, c'est une commission de nouveau du Lancet qui a essayé d'imaginer l'assiette durable de demain, c'est-à-dire celle qui permettrait de nourrir toute la population mondiale tout en préservant l'environnement. On voit qu'il n'y a pas une absence de viande, il y a juste une réduction de la viande et il y a une augmentation des légumineuses, des noix, des lentilles, etc. On peut le voir autrement. Ça, c'est l'état actuel à peu près dans la société occidentale. Donc, on a vraiment une surconsommation de viande et de produits manufacturés d'origine animale et on a une sous-utilisation d'autres produits, notamment comme les lentilles. Donc, c'est une très bonne source de documentation et c'est une source qui est spécifiquement justement faite dans une perspective de co-bénéfice, c'est-à-dire qu'il y a le souci de préserver l'environnement simplement pour qu'on puisse continuer à manger dans 40 ou 50 ans. Donc, on voit les différentes choses. Et ce n'est pas intuitif. Ça, c'est un travail qu'on avait fait pour essayer de comparer. Alors, on a le Lancet Eat, c'est ce que je viens de vous montrer. Et là, on a pris la Société suisse de nutrition, qui les deux nous disent cette assiette, elle est idéale en termes de santé. Et on voit qu'il y a des importantes différences, notamment qu'il y a 3 à 4 fois plus de produits de viande et de produits laitiers dans l'assiette de la Société suisse de nutrition. Je sais que les mêmes choses existent à peu près au Canada. Je n'ai pas retrouvé la référence. Une des explications pour ça, alors elle est aussi un peu provocante, c'est qu'en fait, la Société suisse de nutrition est subventionnée en fait, par l'industrie agroalimentaire, ce qui génère quand même certaines questions par rapport aux questions de conflit d'intérêts. On trouve des toutes grosses entreprises, certaines vous les connaissez comme Nestlé ou Danone. Donc, certainement que ça va influencer les recommandations qu'on va faire en Suisse. Les quantités de calcium recommandées par cette société-là, elles doublent de celles d'Angleterre, donc c'est 1 gramme. En Angleterre, c'est 500 milligrammes. Et il n'y a aucune raison physiologique de recommander le double de calcium en Suisse qu'ailleurs dans le monde. Et il y a certainement une pression importante et simplement un phénomène culturel qui fait qu'on mange beaucoup de produits laitiers en Suisse. Donc, important, là encore une fois, c'est pour mettre le doigt sur cette question des co-bénéfices. Si on rajoute l'importance de préserver l'environnement, on arrive à des recommandations qui sont parfois un peu différentes. Et puis le dernier exemple, c'est celui qu'on a appelé le contact avec la nature. Une relation renouvelée avec la nature, ça peut paraître un petit peu fleur bleue. Il y a des choses qui sont essentielles malgré tout, c'est qu'on a une perte de biodiversité qui est extrêmement importante et cette perte de biodiversité a un impact direct sur la santé des gens. Alors là, on voit justement ces courbes exponentielles qu'on a déjà vues avant sur la perte des différents types d'animaux. Malgré tout, on arrive à mesurer maintenant, ça reste des études populationnelles, mais c'est quand même intéressant de le voir. On voit globalement qu'on a une réduction de la mortalité chez les personnes qui sont exposées à plus de nature mesurée sous la forme de verdure. Donc, les gens qui sont plus proches d'espaces verts ont globalement une mortalité qui est moindre. C'est quand même assez important de le réaliser parce que ça peut mener à un certain nombre d'actions ou d'interventions cliniques qui ne sont pas négligeables. On commence à avoir des cadres conceptuels qui sont en train d'émerger pour vraiment expliquer de nouveau d'un point de vue physiologique ou physiopathologique qu'est-ce qui lie la biodiversité d'un côté au bien-être et à la santé des personnes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des aspects d'exposition, évidemment, d'être directement en contact avec une biodiversité importante, et puis aussi des questions d'expérience, de représentation. Comment est-ce que moi, je vois la nature va influencer aussi, notamment la santé mentale, comment est-ce que je vais me sentir par rapport à ça. Par rapport à des aspects très pratiques, j'aime bien cette étude, c'est sur l'allergie au bouleau. Alors, c'est une étude de population qui s'est faite en Carélie. La Carélie, c'est
une région qui se trouve à la frontière entre la Russie et la Finlande. Et à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une seule région avec une population qui était très homogène génétiquement. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une frontière qui s'est réalisée ici. Et ils ont été regardés en fait comment ont évolué ces populations. Du côté russe, la population est restée très rurale avec une biodiversité très importante. En Finlande, ça s'est beaucoup plus industrialisé. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation du côté finlandais de façon très importante du risque d'allergie au boulot, alors qu'en Russie, c'est resté relativement stable sur les 40 ou 50 années depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc tout ça pour illustrer que vraiment le contexte d'environnement naturel dans lequel on vit va influencer notre santé. Ça, c'est un dernier exemple, c'est le microbiome cutané d'une personne qui vit dans cet environnement-là, dans un environnement plutôt riche en biodiversité. Ça se reflète directement sur sa peau avec un microbiome qui est riche et varié. À l'inverse, quelqu'un qui vit dans un espace peu biodivers, ça c'est une monoculture d'huile de palme, on aura un microbiome qui est radicalement différent, ce qui se traduit par des différences, notamment en termes d'atopie, donc de maladies eczématiformes chez les personnes, qui est beaucoup plus fréquent chez les gens qui ont un microbiome pauvre et qui vivent dans ce type d'environnement-là. Donc là encore, un exemple de lien direct entre la santé et les questions de biodiversité. Donc, voilà pour ce panorama peut-être un tout petit peu pléthorique sur les questions de santé et d'environnement, mais c'était important peut-être de fixer un petit peu les choses autour du service de santé et de ces enjeux-là. Et je pense qu'il y a vraiment une part entière à jouer dans les services de santé par rapport à adresser cette question-là. Notamment l'approche des co-bénéfices est probablement une approche qui est prometteuse parce qu'elle permet à la fois d'avoir des cadres conceptuels utiles en santé publique, mais aussi des choses qu'on peut s'approprier en pratique clinique, et puis des approches qui sont nécessairement interdisciplinaires, voire intersectorielles. On doit travailler avec d'autres secteurs sur ces questions-là, on n'arrive pas à le faire tout seul. La plupart des travaux que je vous ai présentés, qu'on a fait ici, on les a fait avec des ingénieurs de l'environnement, avec des gens qui travaillent dans les sciences de l'environnement, avec des gens qui travaillent d'autres dans le secteur de l'enseignement. On est obligé de travailler avec ces secteurs-là. Et puis quand même rappeler que la racine du mal, si on veut, la racine du problème, c'est quand même les modes de vie dans lesquels on est actuellement, avec une logique productiviste qui veut toujours plus, qui veut consommer toujours plus. C'est réellement incompatible et ce n'est pas d'être militant de le dire, c'est simplement un fait que c'est incompatible avec des écosystèmes qui soient durables et des sociétés qui soient durables. Puis vu qu'il y a certainement pas mal de chercheurs parmi vous, je n'ai pas résisté à la tentation de vous provoquer un tout petit peu avec ce commentaire qui est sorti dans Nature Climate Change la semaine passée, qui était un appel à la désobéissance civile des scientifiques. Ça pose des questions, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est intéressant de voir que maintenant, dans des revues de premier plan, on a des scientifiques qui argumentent pour le fait que les scientifiques sont légitimés de rentrer dans de la désobéissance civile pour défendre des causes pour lesquelles on a suffisamment d'évidence scientifique. C'est des questions qui regardent évidemment chaque personne individuellement, mais je trouve intéressant que ce débat-là émerge dans des revues de premier plan scientifiques et que ce ne soit pas seulement le fait de quelques personnes de leur côté. En l'occurrence, les signataires de cette lettre-là sont, en tout cas pour Julia Steinberger qui travaille à Lausanne, et quelqu'un qui est dans le GIEC quasiment depuis le début, donc qu'on ne peut pas accuser d'être biaisé uniquement par une vision militante, mais qui est vraiment active d'un point de vue scientifique sur ces questions de changement climatique. Puis après, vous avez le choix entre deux photos pour prendre à la maison, une qui fait un petit peu sourire, mais qui est quand même la situation actuelle, alors qu'on vit maintenant beaucoup en Suisse, que vous vivez probablement aussi un petit peu, ou que vous allez vivre au Canada, c'est qu'on a de moins en moins de neige. Après, il y a une autre photo que je trouve très illustrative, parce qu'il y a tous les problèmes en fait sur cette photo-là. Il y a les feux de forêt, il y a l'établissement pour personnes âgées, il y a le Covid, et puis tout ça fait que ça part en flamme et puis qu'on ne peut pas en faire grand-chose si on continue dans la voie dans laquelle on est engagé. Voilà, je vous remercie. Et j'ai tenu le timing.